Les médias grand public en Occident sont manifestement en panne. Pourtant, plus l'industrie devient dysfonctionnelle, plus elle semble nier toute faute, rejetant la responsabilité de son déclin sur le progrès technologique, les réseaux sociaux ou les fausses informations. Au lieu d'une remise en question, nous assistons à un jeu de reproches incessants, et cette tendance ne fait qu'empirer. Après tout, lorsque Chomsky et Herman ont publié leur livre « Manufacturing Consent », ils étaient encore invités et interviewés à ce sujet dans les médias traditionnels. Cette époque est révolue. Pour nous aider à comprendre cette évolution, j'ai aujourd'hui avec moi Félix Marquardt, qui propose d'analyser les médias à travers le prisme de l'addiction. Félix est lui-même un ancien journaliste des médias grand public issu d'un milieu élitiste, et il est aussi un ancien toxicomane en rémission. Il a récemment lancé une sorte d'anti-Facebook appelée Black Elephant, et il va tout nous expliquer. Félix, bienvenue sur la chaîne. Merci, Pascal. C'est vraiment agréable d'être ici. Les études sur la neutralité m'ont transformé, ont influencé mon parcours et m'ont vraiment déstabilisé. Je suis très reconnaissant de faire partie de cette équipe un peu folle. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous soyez là. Nous avons déjà parlé et j'ai été très impressionné par la façon dont vous avez présenté ce qui se passe pour nous dans l'espace médiatique. Pour aujourd'hui, nous avions dit que nous allions relier l'addiction, les médias et les réseaux d'élite. Alors peut-être pouvez-vous commencer par ce que vous jugez le plus important ou commencer par Black Elephant et nous parler un peu de votre parcours et de la manière dont vous percevez ce que nous vivons collectivement en ce moment. Je pense que je peux laisser Black Elephant pour plus tard. Je vais commencer par ce à quoi tu faisais allusion. Tu as mentionné Manufacturing Consent et le travail de Chomsky et Herman. Avant eux, bien avant eux, dans les années 1960, un Français quelque peu obscur d'origine maltaise et portugaise, Jacques Ellul, a écrit un livre intitulé Propaganda. Dans ce livre, il a posé les bases de ce que Herman et Chomsky feraient plus tard. Mais il a aussi, à bien des égards, eu une intuition sur laquelle il ne s'attarde pas vraiment. À savoir que la propagande n'est pas seulement un outil de manipulation, c'est une tendance sociologique. J'ai découvert cela en tant qu'ancien toxicomane en rétablissement. Je suis reconnaissant d'avoir passé plus de 10 ans sans drogue ni alcool après 25 années d'usage quotidien. J'ai vu les parallèles entre son analyse du rôle de la propagande dans nos sociétés, pas celle où nous aimons pointer du doigt la propagande, pas dans Pravda, pas en Chine, mais dans les sociétés qui prétendent être les plus libres du monde. C'était un homme extraordinaire qui a écrit sur de nombreux sujets. Ses lectures préférées étaient Kierkegaard et Marx, ce qui donne une idée de l'étendue de ses intérêts. On le décrit souvent comme un anarchiste chrétien, ce que beaucoup considèrent comme la meilleure façon de le définir. En tant que personne qui s'identifie, d'une certaine manière, comme anarchiste musulman, je me reconnais beaucoup dans Ellul pour de nombreuses raisons. Je suis également né et j'ai grandi en France, mais mes parents ne sont pas français. Ce qui est si frappant chez Ellul, peut-être son idée la plus intéressante, c'est que savoir que l'on est soumis à la propagande n'aide pas à s'en débarrasser. Cela ne permet pas de transcender cet état. Et cela m'a immédiatement fait penser à la dépendance, car les personnes dépendantes, tant qu'elles sont dans le processus de consommation, sont dans le déni. C'est un aspect très important. Personne qui est dans une addiction active ne s'identifie comme dépendant. Très peu de gens le font, et ceux qui le font se trouvent généralement à la fin, aux dernières étapes, juste avant la guérison ou la mort.
C'est pourquoi les programmes dits des 12 étapes insistent autant sur l'identification. Il s'agit de choses comme les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes et bien d'autres. L'un des fondements de ces programmes est que l'on s'assoit en cercle et que l'on s'identifie. Je m'appelle un tel et je suis toxicomane, alcoolique ou autre. Il est très important de le reconnaître. Ce qui est intéressant dans nos sociétés, c'est que pour reprendre le paradigme forgé par Varoufakis, celui des adultes dans la salle, nous avons bâti une civilisation qui prétend avoir les personnes les plus raisonnables et les plus instruites à sa tête. Et c'est une très bonne chose. Ce sont eux les adultes dans la pièce. Mais la réalité, c'est que nous avons confié les clés de la voiture à ceux qui ont la meilleure héroïne et la meilleure cocaïne. J'ai passé beaucoup de temps dans ton pays de citoyenneté en allant au Forum économique mondial. Pendant de nombreuses années, je me disais, je ne suis pas un accro. Je ne suis pas un accro, parce que les accros sont des types qui se piquent sur des bancs publics. Ils ne traînent pas au Forum économique mondial. J'avais l'habitude de conseiller des chefs d'État, et eux non plus ne traînent pas dans les palais présidentiels. C'est ce que je faisais. Donc je n'étais pas un accro. Et puis finalement, pendant ma guérison, j'ai dû reconnaître que je l'étais. Et puis, il y a eu cette première sorte de basculement, où j'ai commencé à éprouver une fierté malsaine à être un drogué à haut fonctionnement. Oui, j'étais un accro à la coke, mais je conseillais des personnes très importantes, les maîtres de l'univers, les adultes dans la pièce. Donc c'était la preuve que je n'étais pas si paumé que ça. Et j'ai fini par comprendre que je m'épanouissais dans ces cercles, dans ces milieux, non pas malgré mon addiction à la drogue, mais à cause d'elle. L'euphorie du pouvoir, celle de l'argent, celle de se croire la personne la plus brillante du monde, ressemble beaucoup à l'euphorie que l'on ressent après quelques lignes de cocaïne. Très similaire, psychologiquement similaire. Tu veux dire par exemple que tu as la même réaction physique ou une réaction physique similaire à cela. Je ne suis pas scientifique, mais des recherches montrent que beaucoup de choses peuvent déclencher en nous le même type de réaction chimique que les drogues. Et vous savez, il y a par exemple l'adrénaline. Ce que j'ai compris, c'est qu'avant, je pensais que les drogues, c'était seulement les substances illégales dont j'étais dépendant. Mais finalement, après avoir arrêté celle-là, j'ai réalisé que j'étais encore accro aux drogues de ma propre pharmacie intérieure. Ouais. Adrénaline, dopamine, endorphine, et ainsi de suite. Certaines sont saines, certaines sont vraiment bénéfiques. Elles m'ouvrent, me font me sentir proche des autres, partie de la nature, de la soi-disant nature. Elles me font comprendre que je ne suis qu'une partie d'un grand métabolisme. Et il y a d'autres drogues dans cette armoire à pharmacie intérieure qui en réalité me séparent des autres, me séparent du métabolisme, qui me donnent l'illusion que je suis un rein, et que je n'ai rien à voir avec, tu sais, les poumons, et que les poumons peuvent simplement mourir. Je n'en ai pas besoin. Ce qui est évidemment insensé. Et je pense que pour revenir à Ellul, ce qui est très puissant dans son travail, c'est qu'il comprend que la propagande n'est pas, encore une fois, ce n'est pas simplement l'œuvre de Joseph Goebbels, ou, tu sais, peu importe. Ce n'est pas seulement une question de personnes malveillantes, essayant de vous faire croire des mensonges. La propagande est quelque chose qui a émergé et qui joue le rôle d'un certain ciment dans les sociétés modernes. Des sociétés modernes caractérisées par leur nature technologique. Ils les appellent des sociétés de techniciens, ou techniques, je suppose, en anglais. Et ce qu'il veut dire par là, ce n'est pas simplement que nous sommes tous sur nos téléphones.
Car évidemment, dans les années 1960, c'était très différent. Il veut dire autre chose. Il parle de sociétés technologiques, et j'écrirais plutôt technologiques, c'est-à-dire des sociétés où tout est décidé en fonction de l'efficacité. Lorsque l'on place l'efficacité à la tête de toutes les décisions, on perd le sens. Et ce qui en résulte, ce sont des gens complètement perdus. Ils ne croient plus. On leur a dit que Dieu est mort. On leur a dit que toutes ces choses, tu sais, toutes ces choses qui donnaient texture et sens à leur vie, ont disparu. Alors la propagande arrive et leur offre une compréhension nette, très simple, très claire du monde, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et ils en ont envie. Ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas capables de voir que c'est des conneries, c'est qu'ils en ont besoin. Nous en avons besoin. Et quand je dis « ils », je veux dire « nous ». C'est l'autre aspect important du paradigme de l'addiction. L'addiction n'est pas quelque chose dont certains souffrent et d'autres pas. L'addiction est là, et sous une forme ou une autre, nous pouvons tous y tomber, puis essayer de nous en libérer. Mais c'est un processus constant. Ce n'est jamais fini. C'est une situation plutôt qu'un problème. Mais la société a besoin de donner du sens, n'est-ce pas? Nous devons être capables de comprendre, d'une manière ou d'une autre, notre place dans le monde. En fait, c'est d'ailleurs ainsi que j'ai introduit cette conférence. Et nous devons probablement déterminer quelle est la différence entre une addiction et une simple nécessité, car je suis accro à la respiration de l'oxygène. Si j'arrête, je meurs, n'est-ce pas? Oui, mais nous ne qualifierions pas cela d'addiction, alors que l'abus de substances, et ainsi de suite, nous le classons généralement comme tel. Et si l'on poursuit cette métaphore, où se situe le point de rupture entre une compréhension saine du monde, l'interprétation du sens, et ce que nous vivons actuellement? Avoir confié les clés de la voiture à ceux qui vendent et consomment la meilleure héroïne. Donc je pense que, tout d'abord, c'est vraiment important pour moi. Je ne peux parler qu'en mon nom. Et vous savez, je ne veux vraiment pas projeter. Évidemment, quand je dis ça, on dirait que je projette simplement mes propres choses sur tout le monde. Oui, mais cela peut être un exercice très sain en soi. Alors ne négligeons pas l'aspect bénéfique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dirais que tout d'abord, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un processus. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, et qu'un jour on est accompli et éclairé. Nous serons toujours exposés à la propagande. Ce que nous pouvons faire, c'est le travail, voilà comment je le définirais, de nous éduquer au niveau cérébral, au niveau cognitif, mais aussi en même temps, d'accomplir un travail qui n'a rien à voir avec notre intellect. Ce que je dirais qu'il faut pour faire face à ce déluge incessant, une sorte d'inondation cognitive à laquelle nous sommes tous soumis, c'est avant tout de se libérer des médias traditionnels, qui sont littéralement comme du crack. Et je ne parle pas de dépendance au sens figuré. Je crois, du plus profond de mon cœur, que les grands journaux et marques médiatiques du monde sont extrêmement toxiques et sont de véritables drogues. Ce sont, sans aucun doute, des drogues très puissantes. Et la preuve, pour moi, est évidente, car sans ces drogues, nous ne serions pas en train de blanchir un génocide. Donc voilà, c'est, je veux dire, le crack, le fentanyl de notre époque. Ainsi, d'un côté, ce qu'il faut faire, c'est consulter autant de sources différentes que possible. Vous savez, lorsque je parle avec des Français, je suis toujours un peu fasciné par leur manque d'informations sur la France provenant de personnes et de médias indépendants qui ne sont pas en France. C'est là l'essentiel. Je ne veux pas être informé sur la France par des Français. Je ne veux pas être informé sur la Suisse par des Suisses.
Et je ne veux pas être informé sur le monde, ni par CNN, ni par Al Jazeera. Les médias, il faut le comprendre, nous parlons des médias mondiaux, comme s'il existait un écosystème médiatique global en dehors des pays occidentaux et d'une poignée d'États vassaux à travers le monde, principalement au Moyen-Orient ou en Asie de l'Ouest. C'est vraiment ce que j'entends par médias mondiaux. Voilà. Donc, la première condition, c'est qu'il faut aller verser... Eh bien, vous savez, quand j'essaie de comprendre l'Europe, je me tourne vers les médias africains indépendants, car c'est là que je trouve la perspective la plus intéressante sur l'Europe. Et systématiquement, je dirais, en tant que personne qui a passé... Je viens du nord du Nord. J'entends par là non pas que je viens de Norvège, mais que, comme cadre analytique, plutôt que de penser simplement en termes de nord et de sud, je trouve très utile de raisonner en termes de nord du nord, sud du nord, nord du sud et sud du sud. Le nord du nord, ce sont des gens comme moi, issus de milieux très privilégiés en Occident. Ensuite, il y a le sud du Nord, qui regroupe généralement les personnes pauvres du Nord et les immigrés du Sud, qui font le sale travail pour que Disneyland ressemble à Disneyland. Puis vient le Nord du Sud, c'est-à-dire les personnes du Sud, qui vivent comme celles du Nord du Nord, une fraction de la population de Bombay, São Paulo et de toutes les capitales du Sud, qui envoient leurs enfants à Harvard et vivent dans une autre version du Disneyland du Nord. Les élites du Sud global, formées en Occident. Oui, exactement. Et puis, il y a le Sud du Sud, qui représente 75% de l'humanité. Des gens qui vivent avec $5 par jour ou moins. Donc, avant tout, il faut s'occuper de cela. Mais l'autre travail, celui qui, à mon avis, est souvent laissé de côté et rarement examiné, c'est que, en grandissant, nous vivons dans un monde de tout petits, n'est-ce pas? Nous sommes censés avoir des adultes aux commandes, mais ce ne sont pas les anciens que les sociétés avaient autrefois, ceux qui prenaient de grandes décisions collégialement pour l'ensemble de la communauté. Ce que nous avons, encore une fois, ce sont les gens qui ont la meilleure répartie, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce dont nous avons besoin, collectivement, c'est de grandir. Une culture digne de ce nom prend les enfants et sait comment en faire des adultes. La civilisation moderne ne sait plus le faire. Nous devons donc le faire nous-mêmes. Nous devons nous rééduquer, car nous devons grandir. C'est urgent. Et comment grandit-on? Eh bien, grandir, c'est essentiellement une question de deuil. Grandir, c'est faire le deuil, de manière juste, des fantasmes que nous nous sommes racontés sur notre rôle et notre place dans le monde. Des fantasmes qui nous rassurent, qui donnent un sens à nos vies, mais qui reposent sur des mensonges. Et le problème avec nos médias, c'est qu'ils réaffirment ces fantasmes toute la journée. Ils disent à l'Amérique que ce n'est pas Israël qui a réussi. Cela dit aux Français que l'Algérie française n'est pas un Israël où les Palestiniens auraient gagné. Nous devons donc faire ce travail. Et cela signifie tirer sur ses fils, et ces fils font mal. Le travail de reconstruction est extrêmement difficile. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mon objectif est d'arrêter de me mettre 3 grammes de poudre blanche dans le nez un jour sur 2, parce que sinon je vais mourir. À ce moment-là, c'était devenu très clair. Mais je ne voulais rien changer d'autre. Et ce que j'ai appris, c'est que... Pardon, je te laisse répondre. Ce que j'ai appris, c'est que je devais changer une seule chose. C'est ce qu'on te dit souvent dans le processus de rétablissement. Cette seule chose, c'est tout. Je veux juste intervenir, parce que je sais, d'après une précédente discussion privée, que ce concept de parentalité est en réalité très important dans le processus de rétablissement face à l'addiction, n'est-ce pas? Donc c'est aussi quelque chose que vous introduisez ici.
Mais ce que vous dites maintenant, c'est que nous devons le faire à l'échelle de la société, en tant que civilisation immature et disons dépendante, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un pays ou d'un autre. Même lorsque nous parlons du Nord et du Sud, ou de l'Est et de l'Ouest, ce dont nous parlons vraiment, c'est de ce groupe qui, avec les États-Unis, l'Europe, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, prend conscience d'une certaine appartenance commune et commet collectivement une énorme erreur, n'est-ce pas? Je ne présenterai donc pas cette interprétation de l'importance du reparentage comme une opinion dominante dans le domaine du rétablissement. Il y a des personnes en rétablissement qui pensent vraiment que c'est un élément essentiel, mais j'imagine qu'elles ne sont pas majoritaires. Je ne veux donc pas donner l'impression que c'est quelque chose d'évident. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas une idée courante, même au sein du rétablissement. Mais en ce qui concerne ta question, je pense que ce n'est vraiment pas une question d'Occident. Ce n'est pas une question d'Occident. Il s'agit de se taire. Il s'agit pour nous de réaliser que notre époque est en quelque sorte révolue. Qui est-ce? Nous devons enfin, l'Occident doit fermer sa gueule. Écoute les expériences des autres. Ouais. Et pour, en quelque sorte, grandir à nouveau, pour reprendre cette image, il faut simplement se taire et écouter un moment. J'écoutais très récemment ton émission à propos de ce représentant de l'Union européenne qui donnait des leçons aux habitants de la Corne de l'Afrique. C'est incroyable d'entendre ça. Mais c'est bien là le problème. Je veux dire, il nous faudrait un véritable saut quantique dans notre façon de penser pour arrêter ça. Cette prétention à être les adultes du monde, à dire à tout le monde comment gérer les choses. Je veux dire, nous avons littéralement traité tout le monde de sauvage et d'enfant, et parlé du fardeau de l'homme blanc, n'est-ce pas? C'est encore le cadre mental dans lequel beaucoup de gens se trouvent. Et comme nous avons construit toutes ces institutions brillantes et gagné beaucoup d'argent, cela a été en quelque sorte pris comme la preuve que c'était la meilleure voie à suivre. C'est la manipulation ultime envers la génération des baby-boomers, n'est-ce pas? Chaque fois que quelqu'un levait la main pour dire « cela ne semble pas très juste », cela paraît très autoglorifiant, cela semble problématique. On dirait qu'on récompense les plus grands sociopathes. À chaque fois en grandissant, quand je levais la main pour dire cela, on me répondait essentiellement que ma position venait de l'envie envers ceux qui prospéraient dans ce système sociopathe. Ce qui, honnêtement, pour la génération des enfants et petits-enfants des baby-boomers, constitue la manipulation ultime de leur existence. Mais c'est ce qui maintient le système en vie. Je veux dire, vous nous alertez à nouveau sur ce problème, que les sociopathes au pouvoir sont aussi ceux qui s'assurent que la prochaine génération prenne la relève. Et vous savez, ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui collaborent avec les médias, qui veillent à être présents et à ce que le récit soit diffusé comme il faut. Et c'est ainsi qu'on crée une sorte de système unifié mais dysfonctionnel. Mais cela reste un système dysfonctionnel seulement dans le sens où il est très très malsain. Et je pense que plus cela dure, plus on voit à quel point il est malsain. Pouvez-vous peut-être parler un peu de pourquoi cela est possible aussi, d'après votre expérience? Je veux dire, ces autres personnes, ces politiciens avec qui vous avez travaillé au forum à Davos, est-ce qu'ils sniffent tous du crack?
Est-ce que tout le monde est réellement dépendant physiquement? Is everybody snorting crack? Is everybody actually physically addicted? No, they don't need. They have the best. When I say they have Non, the best heroin, ils en ont pas besoin. what I mean is that Ils ont ce qu'il y a de meilleur. heroin in the world, Quand je dis qu'ils ont la meilleure héroïne du monde, ce que je veux dire, c'est que la meilleure héroïne du monde, ce n'est pas du sucre brun, that you ce n'est pas de l'héroïne. the world La meilleure héroïne du monde, c'est le sentiment d'avoir mieux compris le monde que quiconque because et de vouloir le sauver. the ones who are Parce que vous êtes les seuls à être profondément, sincèrement engagés à améliorer l'état du monde. world, which as you probably Ce know, qui, is the motto. comme vous le savez sans doute, est la devise de Davos. There Voilà, is no il n'y a pas de meilleur qu'âme. Et oui, nous sommes enveloppés dans ces illusions, yeah, et nous avons construit tout un système fondé sur elles. in these delusions, and we've built an entire system based on them. Do you Faites-vous la distinction entre les personnes endoctrinées par la propagande et celles qui la diffusent? Je veux dire, devons-nous analyser cela en détail ou sommes-nous toujours un peu No, I think that's what Non, I, je pense que c'est ce que je... binary thinking that we've inherited from Vous savez cette pensée binaire que nous avons héritée du christianisme, que l'on retrouve jusque dans notre technologie, n'est-ce pas, est très peu utile. we're all Nous diffusons tous de la propagande, et nous en recevons tous. and we are all Nous sommes sans cesse remodelés par elle. Et l'illusion sur laquelle je crois nous faisons vraiment la lumière, and I think the illusion c'est cette idée que si nous faisons le bon travail, nous pourrions finir par n'être qu'une chose ou l'autre, sheds a light on ou que nous pourrions d'une manière ou d'une autre cesser d'être influencés par la propagande et d'en produire nous-mêmes. Non. or the other, or that we Ce dans quoi nous sommes, c'est une danse. Et si vous arrêtez de danser, c'est fini. Vous retombez dans quelque chose de très malsain. C'est donc un mouvement constant, et il faut suivre le rythme. So it's a constant motion, and we have to roll with it. Ainsi, la question, en un sens, n'est pas de savoir comment arrêter la dépendance. La question est de savoir comment trouver un équilibre sain dans notre interaction avec la substance. Yeah, and again, I think Oui, et encore une fois, grieving is a je pense que le deuil est une partie essentielle de ce que nous devons faire. and when I say we, Et quand je dis nous, je veux dire que ce n'est pas comme si cette dépendance ne touchait que l'Occident. Elle touche les êtres humains, n'est-ce pas? is not solely bought, Je veux dire, le récit n'est pas seulement acheté par les gens de l'Ouest, du Nord. so Le récit est acheté partout. suffer from. Donc même les personnes qui sont victimes souffrent du syndrome de Stockholm. It's not. Et vous savez, ce n'est pas. Answer your question about, like, whether Donc, it's about leaving, pour répondre à votre question sur le fait qu'il s'agisse ou non de sortir de la dépendance, I think je pense que pour grandir, ce que nous devons faire constamment, c'est nous informer avec les meilleures sources possibles, qui de nos jours se trouvent presque exclusivement dans les médias indépendants, exclusively et multiplier les sources. independent media. And multiply the sources. Again, like the only way to have a good Encore une fois, what's going on, la seule façon de vraiment comprendre ce qui se passe, c'est d'apprendre à connaître les personnes avec lesquelles on est profondément en désaccord, and then celles avec lesquelles on est vraiment d'accord, and then eventually puis d'élargir les horizons géographiques. Finalement, on en arrive à un point où tout cela commence à avoir un certain sens. yourself. And I believe that Et ensuite, il faut travailler sur soi-même. requires Je crois que ce travail ne demande pas un effort intellectuel, connection. mais une connexion. And what I mean by Ce that que je veux dire is par là, that c'est que nous parlons de we connexion talk about toute la connection journée. all day long. D'une certaine manière, ce qui s'est passé depuis 2006, c'est qu'un type, ayant manifestement des problèmes d'intimité, a conçu une application pour classer les filles de Harvard, de la plus jolie à la moins jolie, selon lui. Et on nous a dit que cela allait nous permettre de nous connecter avec des gens du monde entier. What we were told is that this was going to allow us to connect with people all around the world. 20 years later, we spent half our time 20 ans plus tard, nous passons la moitié de notre temps à faire défiler des photos de chatons, et l'autre moitié soit dans la haine et la déconnexion, soit à côtoyer uniquement des gens avec qui nous sommes d'accord. Les réseaux sociaux ne sont donc pas en eux-mêmes une issue. C'est au contraire une plongée plus profonde. C'est très antisocial.
C'est un média social, mais ce n'est pas social du tout. Ce que j'ai découvert dans le processus de rétablissement, à un moment donné, c'est que l'or pour moi se trouvait lorsque j'étais capable de partager ou d'entendre d'autres partager à partir d'un lieu de vulnérabilité. Quand on commence à abandonner la version CV de ce qui se passe, de qui l'on est, et qu'on commence à dire aux gens ce qu'on a ressenti hier, en pensant à la mort de son grand-père, et à ce que cela nous a rappelé, c'est là que se trouve l'or. That is the gold. That is what allows me to C'est ce qui me permet de me relier aux gens d'une manière extrêmement puissante. Et cela me permet de me détacher de la propagande. Donc, vous devez faire ce travail. Il y a deux approches différentes. Il y a le fait d'aller chercher vos informations auprès de différentes sources. Et il y a le fait de lâcher complètement les histoires et de ne plus se concentrer sur ce qui se passe ici, mais sur ce qui se passe là. Et lorsque vous êtes capable de faire cela avec d'autres personnes, vous pouvez commencer des conversations sur notre politique, sur la direction que le monde devrait prendre, à partir d'un point de vue tout à fait différent. about where the world should go from a very, very different place. Right. How do we D'accord. potentiate that? Comment passer de l'échelle personnelle à l'échelle sociétale? Parce qu'en un sens, toi et moi, en parlant ici, et les gens qui nous écoutent, nous prêchons surtout des convaincus. Peut-être que, de temps en temps, quelqu'un clique par hasard, reste bloqué, et tu sais, se laisse happer. Qui sait? Mais fondamentalement, ce dont nous avons besoin, c'est de ce que tu décris, mais à l'échelle de la société, avec des gens qui sont, par conception, par la manière dont le système est construit, extrêmement hostiles à tout ce que tu viens de dire, parce qu'ils comprennent déjà le monde. Ce sont eux qui nous disent ce qu'est la fausse information, n'est-ce pas? Et nous serions la fausse information. As-tu une idée de la façon dont nous pourrions porter ces idées à ce niveau? Do you have an idea how we can potentiate these insights? I think the bad news is that Je pense que la mauvaise nouvelle, c'est que personne n'entre en rétablissement, parce qu'ils trouvent que c'est un projet social intéressant, n'est-ce pas? C'est pas un club social. On entre en rétablissement parce qu'il devient évident qu'on va mourir si on ne le fait pas. Et dans le rétablissement, on appelle cela le but principal. Je pense que si on essaye de faire cela sans ce but principal, il finit par arriver un jour où l'on est simplement occupé, fatigué ou pas d'humeur. Et on te dit souvent, dans le rétablissement, que tu devrais aller à une réunion avec d'autres personnes comme toi, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est à ce moment-là que tu en as le plus besoin. especially when you don't want to go. That's when you need it the most. And because you have this Oui. imperative, Et parce que tu as cet impératif, tu y vas. Parce que c'est ta vie qui est en jeu, qui est en balance, n'est-ce pas? Donc je crois que la pandémie a offert un tel moment parce que, soudain, nous en avons tous pris conscience. C'est devenu très clair pour beaucoup de gens en même temps, surtout pour les personnes privilégiées, que ce qu'elles considéraient comme tout à fait normal était en réalité la définition même de la normale, à bien des égards. Je ne pense pas avoir besoin de développer beaucoup, mais soudain il est devenu évident qu'il y avait des choses que nous tenions pour acquises et que nous n'aurions pas dû. Je dois dire que nous sommes une civilisation qui a transformé. that has turned the crime of the people that I come from, Le crime des peuples dont je viens, les holocaustes juifs et roms, nous les avons sacralisés et transformés en quelque chose qui définit le bien et le mal au-delà de l'histoire, en dehors du temps. Et ce qui s'est passé ces 2 dernières années et demie, c'est que nous avons montré que nous avions complètement échoué à assimiler la véritable signification de ces crimes. we have completely failed Oui. in metabolizing Et donc j'ai l'espoir, appelez-moi un idéaliste, mais j'ai l'espoir que ce moment soit celui où nous pouvons voir que tandis que nous prétendions que ce qui nous avait choqués dans la Shoah, c'était ce dont les humains étaient capables les uns envers les autres, ce qui nous avait en réalité choqués, c'est que nous avions fait en Europe à des Blancs
ce que nous faisions depuis 500 ans au reste du monde. Précisément. Precisely. And it's not, and where it's, we should. Et là, tu sais, nous devrions... Ce qui est incroyable dans cette prise de conscience, c'est qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà comprise à l'époque. Si tu regardes du côté de l'école de Francfort, les travaux de Horkheimer et Adorno, ou si tu regardes Jacques Ellul, qui faisait partie de la résistance en France, ou encore les écrits d'Aimé Césaire, le père de la pensée décoloniale, en quelque sorte un cousin moins connu de Fanon. Césaire, en 1950 ou 1951, a publié Discours sur le colonialisme, et il disait exactement cela. Il disait, vous faites semblant de croire que ce qui vous choque est universel. Ça ne l'est pas. Et la preuve est là, sous vos yeux. C'est un peu comme, encore une fois, j'ai trouvé ton exposé récent tellement bon. C'est comme ce moment où tu as la Révolution française, puis Haïti qui se révolte. Et là tu dis, oh non, 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 attends. That rebels, and you say, oh, no, wait. And I mean, if you look at Haiti... Et je veux dire, si vous regardez Haïti, c'est un exemple incroyable, parce qu'Haïti, je n'ai pas les chiffres en tête en ce moment, mais Haïti a été forcé par la France à rembourser sa liberté, son indépendance, pendant des décennies et des décennies, peut-être plus d'un siècle. Chaque année, l'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui. Et la culture dont nous venons, la culture des adultes dans la pièce, nous dit qu'Haïti en est là, parce qu'elle n'a pas suivi les directives de la Banque mondiale. Sérieusement? Franchement? Et donc je pense que pour revenir au moment que nous vivons, il y a quelque chose, dans toute cette horreur, qui est de l'or. La question est, allons-nous l'utiliser, ou allons-nous laisser des gens, comme le PDG de Palantir, décider de la direction que nous prendrons à partir d'ici? Je veux dire, nous avons travaillé. Et malgré toutes les mauvaises choses qu'on peut dire sur l'Occident, il faut aussi reconnaître que nous avons toujours travaillé et essayé de comprendre ce que diable nous faisons. Et bien souvent, nous finissons par tuer ceux qui nous le disent, ceux qui essayent de nous le dire. Je pense que Socrate en est un exemple très ancien. Mais quand nous relions ces points, je crois que c'est là que nous pouvons trouver un peu d'or. Et toi, tu soulignes simplement l'autre point, bien sûr, celui que l'Occident, le Nord global, doit affronter. C'est pas seulement la propagande, c'est aussi l'addiction. C'est également cette ignorance consciente et délibérée du colonialisme et de la profondeur avec laquelle il est enraciné. Et cela revient sans cesse dans mes discussions aussi. Tu en as déjà parlé, mais peux-tu développer un peu? You already talked about it, but can you go into that? Je pense que c'est vraiment important de... Eh bien, tu dis que nous avons toujours été doués pour poser les bonnes questions et remettre les choses en question. Je dirais qu'une très petite fraction des Occidentaux s'y est réellement essayée, et ils ne sont pas moins marginaux que ceux qui ont fait exactement la même chose dans d'autres régions du monde. Des gens dont personne ne se souvient des noms. Donc, c'est simplement humain. Ce n'est pas notre civilisation qui a produit cela. Et je pense que ce qui se passe, et c'est ce que j'aime dans le parcours des études sur la neutralité, c'est que lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, toi et ce travail, je me suis dit, oh, c'est parce qu'il est suisse. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est simplement un intérêt culturel pour la neutralité. Et puis, je t'ai vu évoluer, toi, les études sur la neutralité, mais aussi toi, Pascal. Je peux voir ton parcours, comme si tu allais, tu sais, t'impliquer de plus en plus dans ces questions, certaines assez sombres, qui ont échappé à la culture dominante en Occident pendant très longtemps. Mais elles ont toujours été là. Elles sont là depuis longtemps. Il y a un professeur argentin nommé Walter Mignolo qui écrit depuis de nombreuses années sur l'enchevêtrement inextricable de la modernité et de la colonialité. Il existe une longue tradition de chercheurs latino-américains, Aníbal Quijano me vient à l'esprit, qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps.
who have been working on this for a very long time. So it's there. It's just we've never wanted to Alors c'est là. hear it. C'est juste que nous n'avons jamais voulu l'entendre. Vous savez, je me souviens d'un de mes moments de vérité quand je commençais à m'y intéresser, avant la pandémie. J'ai eu cette prise de conscience. Je crois vraiment que ma guérison des substances m'a permis de me libérer des histoires. C'est le même processus. Et tout a commencé. J'ai d'abord dû arrêter la cocaïne pour arrêter le New York Times. C'est un processus. Et tu veux dire littéralement, n'est-ce pas? C'est littéralement le parcours qu'il a suivi. Absolument. Absolument. Et à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé au changement climatique et à l'effondrement. Climate change and collapse. And I saw there was this fashion of people Et j'ai vu qu'il y avait cette tendance, partout en Occident, où les gens parlaient d'effondrement. Et ce dont ils parlaient était en réalité quelque chose d'assez intéressant. Ce n'était pas un effondrement. Ils pensaient parler de l'effondrement de l'univers, de l'effondrement du monde, de l'effondrement de tout le monde. Mais ce qu'ils décrivaient vraiment, c'était ce moment où à Londres, à Genève ou à Tokyo, les gens commenceraient à se battre pour des sacs de riz au supermarché. Et c'est là que j'ai compris que l'effondrement n'est pas quelque chose qui pourrait arriver un jour au nord du Nord. L'effondrement, c'est la manière dont la plupart des humains ont été forcés de vivre par nous depuis longtemps. Ouais. Ainsi, Murphout slit justement Slating. Of this coming back to us. Exactly. It's basically it's a recognition. Exactement. It's a confession. C'est essentiellement une reconnaissance, ou plutôt une confession. C'est la confession du fait que si ce que nous avons fait au reste du monde nous arrivait, nous nous désintégrerions. Et moi je pense que, je ne sais pas à quel point, à quelle distance de la fin, nous approchons de la fin, non? Oui, mais prenons 5 minutes pour, bien sûr. Mais je dirais que, dans le niveau insensé de déni que nous observons dans nos médias grand public à propos de ce qui se passe dans le monde, le fait que des étudiants sur les campus soient arrêtés pour avoir dit ce qui se passe, voilà. Et le fait que cela soit devenu normal. That's it. And the fact that it's normalized. The fact that the country Le fait que le pays, qui a effectivement perpétré l'Holocauste contre les Juifs et les Roms, ait criminalisé la défense des Palestiniens, et soit même allé jusqu'à arrêter des descendants de survivants de l'Holocauste pour les avoir défendus. Je veux dire, ce genre de schizophrénie, cette sociopathie, n'est même pas correctement traitée dans nos médias grand public. Cela en dit long sur l'endroit où nous en sommes. Et je pense qu'au fond, là où nous en sommes, tu te souviens probablement que Seymour Hersh, dans les années 1990, a publié un livre intitulé « La doctrine Samson ». Le programme nucléaire israélien était de notoriété publique depuis une dizaine d'années. Mais ce que Hersh a révélé, c'était son ampleur, dont personne n'avait la moindre idée. À quel point il était immense, combien d'ogives il possédait. Et il a montré que ces missiles n'étaient pas seulement dirigés vers Téhéran ou le Caire. Ils étails pointés vers Moscou. They were aimed at Moscow. They were aimed at Paris. They were aimed at Elles étaient dirigées vers Paris. Elles étaient dirigées vers Londres. Et cela, vous savez, il ne l'a pas confirmé, mais elles visaient probablement aussi certaines villes de la côte est des États-Unis. La doctrine Samson, c'est ainsi qu'on l'appelait, tirait son nom du Samson biblique, lorsque tout le temple s'effondre et tue tout le monde. Si je dois mourir, vous mourrez tous avec moi. Maintenant, réfléchissez à l'endroit où nous en sommes et à ce que nous avons vu ces dernières années. N'est-il pas juste de supposer que ce que nous observons, sans les mots, est l'expression d'une doctrine Samson occidentale? C'est-à-dire, nous réalisons que notre temps est révolu. Et au fond, si nous ne pouvons plus être au sommet de cette pyramide, nous allons simplement la détruire. Nous l'emporterons avec nous. Oui, je pense que c'est là où nous en sommes. Yes. So I think that's where we are, and paradoxically, this sounds like Et moi, paradoxalement, tu sais, ça peut sembler un peu apocalyptique.
mais j'ai appris, dans le cadre de ma guérison, un des cadeaux de cette guérison, c'est que pour moi, ne pas me comporter comme un imbécile, une action à la fois, est une fin en soi. Si je me couche ce soir en ayant fait cela, alors, tu sais, je suis une personne heureuse. Et je crois que nous sommes à un moment, enfin, toutes les générations aiment prétendre que le moment présent est le plus important, n'est-ce pas? Nous avons ce genre de narcissisme générationnel, et j'en souffre comme tout le monde. Mais je dirais qu'il est probable que nous soyons à un point de bascule. Et c'est très effrayant. Mais je suis aussi fondamentalement extrêmement optimiste, parce que nous ne changeons qu'à travers la douleur. Et la douleur que nous voyons dehors est immense. Et je pense que le potentiel de changement de comportement à grande échelle est là. Il est là. Massive scale is there. Is there. Merci pour cela. Je veux dire, je trouve cela très précieux. Je trouve les cadres précieux. Je trouve les façons de conceptualiser le monde précieuses. Et je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement utile. Je continue de penser que l'un des objectifs des études sur la neutralité n'est pas nécessairement de parler à nos semblables là dehors. D'un côté, il y a ceux qui sont d'accord avec nous, et pour eux, comme je vous l'ai déjà dit, je vois ça comme une sorte de groupe d'entraide pour dire « Hey, au fait, tu n'es pas seul ». Mais l'autre objectif est de parler à ceux de l'extérieur, à nos amis en Afrique, à nos amis en Asie du Sud-Est, en Russie, et ainsi de suite, et de dire « Au fait, nous sommes conscients que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et il est probable que ce doive être votre aide. Et à un moment donné, vous devrez probablement nous prendre par la main et dire « Cher Occident, nous t'aimons profondément, mais il faut que nous ayons une conversation. » Oui. Et je pense que je répondrai à cela avec deux choses. Premièrement, nous t'aimons profondément. Je pense qu'à ce stade, eux non. Et c'est normal. C'est tout à fait compréhensible. On ne t'aime pas profondément. Tu es vraiment nul. C'est normal. Tu peux nous mentir. S'il vous plaît, mentez-nous. Mais aussi, en fait, vous avez manipulé le monde depuis 500 ans. Vous nous avez essentiellement violés, assassinés, réduits en esclavage et dépouillés de nos ressources naturelles, tout en nous disant que vous nous civilisiez. Nous avons un violeur et un meurtrier devant nous, avec une massue nucléaire à la main. Donc je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre le calmer et dire genre, d'accord. Je pense, tu sais, que je resterai quand même très prudent avec ça. On t'aime, l'Ouest. Non, je suis pas sûr que ce soit justifié. Pour moi, ce serait du syndrome de Stockholm en ce moment. L'autre chose, c'est que ce n'est pas le rôle du Sud d'aider l'Ouest à être moins idiot. Ouais, mais c'est un âne de Samson, parce que tu sais, nous menaçons littéralement l'anéantissement de notre espèce. Donc nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Je pense que les personnes qui ont la main sur le missile sont au-delà de toute aide. Et nous devons nous rétablir, pas pour qui que ce soit d'autre, mais pour nous-mêmes. Oui, oui. Donc je pense qu'il est très important de ne pas dire « Oh non-Occident, s'il vous plaît, aidez-nous à être moins nazis ». Non, c'est notre responsabilité de nous dénazifier. Dans ce cas, nous devons comprendre comment nous dénazifier nous-mêmes. Je ne peux pas. Oui, Félix, merci. Merci beaucoup. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de Black Elephant, mais les gens voudront en savoir plus à ce sujet. D'une certaine manière, non, car la connexion à laquelle je faisais référence, le réseau social fondé sur la vulnérabilité, ou réseau antisocial, ou anti-Facebook, c'est Black Elephant. Nous pourrons en parler la prochaine fois. Faisons ça la prochaine fois. Et tout le monde, si vous voulez trouver Félix Marquardt, vous pouvez le trouver sur blackelephant.com, je suppose.
I suppose. Probablement. J'essaie d'être très... On me trouve difficilement sur le web en ce moment, mais je suis sûr que c'est possible, d'une manière ou d'une autre. I know that there's more work. Je sais qu'il y aura bientôt d'autres de vos travaux. Nous diffuserons également celui-là à nouveau. Alors, Félix Marquardt, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today.